Bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui l'examen de notre deuxième sujet du bac blanc, sujet de dissertation à nouveau. Peut-on être heureux sans le savoir? Évidemment, dans une dissertation, il y a des passages obligés, des choses que nous avons faites lors du traitement du précédent sujet du bac blanc, sur suffit-il de suivre ses désirs pour être libre, que l'on va devoir refaire ici pour notre deuxième sujet. Mais le but, c'est d'éviter d'être aussi totalement redondant. Dans ces conditions, je vais profiter de la séance d'aujourd'hui pour aborder ce sujet, peut-on être heureux sans le savoir, avec des éléments d'analyse du sujet que je n'avais pas forcément mobilisés sur la dissertation, suffit-il de suivre ses désirs pour être libre. Et je pense sur ce point notamment à deux tactiques que j'ai pu vous indiquer un peu plus tôt dans l'année. La première étant celle qui consiste à essayer de mettre en scène le sujet, à trouver des situations qu'on va emprunter à la vie quotidienne ou à la littérature, romanesque, théâtrale, peu importe, ou encore au cinéma, afin de comprendre dans quelles circonstances et avec quel genre de résultats on peut se retrouver confronté à ce genre de questionnement. Qu'on puisse donner ainsi un peu de corps, un peu de chair à notre sujet et éviter de rester un peu à l'extérieur de ce sujet, un peu bloqué par le fait que ça nous semble une question très étrangère, très abstraite et qu'on n'arrive pas à apprivoiser véritablement. La deuxième stratégie, à laquelle on peut se référer ici aussi, et que je n'avais pas évoquée sur le sujet précédent, c'était, la stratégie qui consiste à essayer de faire un petit recensement des expressions populaires, des choses, qui se disent assez facilement sur le thème du bonheur, sur le thème du savoir ou sur la relation entre les 2, afin de, voir se dégager quelques propositions, ne serait-ce qu'une idée commune, dont on va pouvoir tirer profit dans la fabrication de notre dissertation. Première stratégie à essayer et trouver des situations, des, personnages, des sortes de scènes, qui, vont nous venir, en mémoire, qui vont attiser un petit peu notre imagination autour de cette question: «Peut-on être heureux sans le savoir?» On peut par exemple, penser à diverses circonstances, dans lesquelles on a pu voir des gens qui, nous expliquaient que, ils sont à présent dans une situation délicate, mais que, du fait de cette situation délicate, ils se rendent compte à présent et hélas trop tard, de la chance qu'ils avaient, dans, une étape, précédente de leur vie. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient au fond, heureux, même si, ça leur paraissait tellement ordinaire et la situation leur semblait tellement banale, qu'ils n'avaient pas conscience du, potentiel de bonheur, qu'elle recelait. Ceci implique que c'est par une sorte d'effet de contraste qu'on peut en arriver à prendre conscience d'une situation qui était passée inaperçue d'abord. Et effectivement, c'est une piste que l'on peut creuser, essayer de voir à quoi peut correspondre ce moment de basculement, ce moment où finalement on réalise qu'on a été heureux alors même qu'on ne l'a pas su sur le moment. Il me semble que si on cherche un petit peu dans sa culture cinématographique, on tombe assez facilement sur, tout un échantillon de films, qui mettent en jeu cette, notion-là, qui, mettent en jeu des, personnages, qui, vivent dans une sorte de routine, qui leur paraît assez indifférente, assez lénifiante même peut-être, mais qui confrontés à des péripéties, souvent dramatiques, se rendent compte qu'ils ne mesuraient pas la chance qu'ils avaient auparavant et que ce qui était, de l'ordre, du quotidien, du familier, du routinier, presque, de pour eux d'une sorte de dû, était en fait, d'un bonheur et d'une sérénité exceptionnelle. Alors parmi les plus populaires, et les plus récents, du moins relativement récents, vous avez peut-être en tête, pour la plupart d'entre vous, un film tel que Nos jours heureux qui, mise sur une sorte de nostalgie de la colonie de vacances, et ça illustre assez bien, il me semble, ce qui est posé dans le sujet: «Peut-on être heureux sans le savoir?» parce que sur le moment,
on a toute une galerie de personnages qui sont, dans, un grand nombre de galères, qui, s'écharpent les uns les autres, qui, se plaignent de des divers désagréments de la colonie et qui, au moment où ils le vivent, n'ont pas l'air d'en être particulièrement heureux. Mais finalement, c'est, vraiment sur l'air de la nostalgie de cette période-là, du fait qu'après coup, on en savoure même les déboires, que le film est tourné et je pense que ça reflète assez bien le rapport que les gens peuvent avoir à certains moments de leur enfance, à ces moments des colonies ou des centres aérés, en se disant que finalement, ils ne les ont peut-être pas appréciés à leur juste valeur sur le moment, qu'ils le regrettent maintenant que c'est terminé et que, sans le savoir, sans en avoir toujours suffisamment conscience du moins, ils ont à ce moment-là passé des jours heureux. Seulement, vous vous en doutez au moins en partie, je pense, un film d'Éric Toledano et Olivier Nakache, on peut avoir quelques hésitations à le placer dans sa copie le jour du baccalauréat. On peut se demander si le correcteur n'attend pas des, références, plus académiques et oui, très certainement, c'est vrai en tout cas pour la plupart des correcteurs, donc il y a peut-être une sorte de risque, que l'on court si on se tourne comme ça vers du cinéma, très populaire et qui est plus de l'ordre de l'industrie du divertissement que, du domaine artistique, dans la famille du cinéma. Donc on peut essayer, d'évoluer peu à peu à partir de cet exemple vers d'autres films dont on pourrait penser qu'ils, seront plus à leur place dans une copie de philosophie, surtout au baccalauréat. Je pense par exemple à ce très beau film de Michael Gondry au titre, emprunté, à un vers, de poésie, particulièrement difficile à prononcer, donc on se lance, on essaie quand même. Eternal Sunshine of a Spotless Mind et ce film met en scène, 2 personnages, l'un masculin, l'autre féminin, interprétés, notamment par, Jim Carrey, qui, se rencontrent, vivent une histoire d'amour mais qui, se quittent et on suppose dans le film qu'il y a une technologie qui permet de cibler certains souvenirs et de les effacer. Alors, la jeune fille, ne voulant plus, souffrir du fait, de, cette, histoire d'amour, qui a échoué, décide de faire, effacer tous les souvenirs qui, concernent le jeune homme et l'histoire qu'ils ont eue ensemble. On a donc ici, un film qui nous propose quelque chose d'assez intéressant par rapport à notre sujet puisqu'il nous dit que savoir ce qui nous est arrivé et notamment ce qui nous est arrivé de déplaisant, de douloureux, de dramatique, comme une rupture, loin de contribuer à notre bonheur, cela nous en prive et que, c'est peut-être précisément parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait plus quelque chose, que l'on a la possibilité, d'être heureux et inversement, c'est peut-être parce qu'on sait un certain nombre de choses, parce qu'on a gagné en lucidité ou en connaissance, qu'il devient plus difficile pour nous d'accéder au bonheur. L'avantage en plus, d'une référence comme ce film, Eternal Sunshine, c'est que ce sont des films assez riches, avec une, évolution, assez marquée des personnages pour que l'on puisse y revenir à différents moments de la copie et que l'on puisse, s'appuyer sur leur propre évolution afin d'enrichir la réflexion. Parce que s'il est certain que la jeune fille envisage au départ que, savoir ce qui lui est arrivé, savoir ce qu'elle a vécu avec, son ex, c'est quelque chose qui l'empêche d'être heureux, peu à peu se, met en place, l'idée, à travers l'expérience du garçon cette fois, que, malgré ses difficultés, malgré la connaissance qu'il a des moments difficiles qu'ils ont pu traverser, il n'empêche que, c'est bien à travers ces événements, à travers ces obstacles, que, s'est construit leur histoire et que, un bonheur peut véritablement se construire aussi. Et puis, pourquoi pas, allons chercher dans, des films, de patrimoine, pourrait-on dire, en se référant à celui qui, fait souvent, figure de favori, de meilleur film de tous les temps, à savoir le Citizen Kane d'Orson Welles. On a, avec le personnage principal, Charles Foster Kane, un exemple, qui me semble assez frappant de personnage qui est en but avec le problème qu'on vient de rencontrer. Peut-on être heureux sans le savoir? Puisque, ce personnage, a été nourri toute une partie de son existence par la nostalgie, d'une enfance qu'il a
qu'il a reconstitué comme étant une sorte d'âge d'or, alors que sur le moment, très probablement, il ne s'est pas rendu compte que c'était une période particulièrement heureuse. Au contraire, il a pu, soit la considérer comme étant quelque chose, de tout à fait ordinaire, c'était son quotidien et il se demandait pas si, il avait des raisons d'être heureux ou pas, il vivait ainsi, point. Peut-être même que, il avait le sentiment d'une certaine difficulté de la vie, d'une vie, assez rude, et misérable et finalement, c'est par après qu'il, en est venu à se rendre compte que, c'était une période qui, pour lui, incarnait une forme de bonheur. Donc il était à ce moment-là, enfant, heureux sans le savoir. Cette, nostalgie du personnage de Charles Foster Kane, elle nous ouvre une autre perspective dans le sujet parce que elle nous oblige à être assez critiques à son propos. Jusqu'à quel point, les souvenirs d'enfance de Charles Foster Kane sont véritablement des souvenirs heureux? On peut, se poser vraiment la question d'une sorte d'illusion rétrospective, c'est-à-dire de reconstitution de, cette enfance, reconstitution, faussée par, le poids des années, qui lui fait attribuer à son passé une valeur que celui-ci n'avait pas du tout. Peut-être que, avec plus de lucidité, Charles Foster Kane se rendrait compte que, au fond, cette enfance, était loin d'être idyllique, que, il en a même souffert et que les quelques souvenirs auxquels il se raccroche sont, des souvenirs, sinon, fabriqués, du moins enjolivés par, la distance des années. Dans un registre qui est cette fois-ci littéraire, on peut penser à l'un des passages romanesques les plus célèbres de toute la littérature française, le fameux passage de la Madeleine de Proust, puisque le contexte que le narrateur met en place lorsqu'il va faire cette expérience de la Madeleine de Proust, c'est un contexte qui est assez morne. Finalement, il vient de passer une mauvaise journée, il est même plus largement que cette seule journée dans une mauvaise période, et sans trop y réfléchir, il goûte, un morceau de madeleine qui a un peu ramolli dans, une tisane et ça fait remonter à la surface, des souvenirs d'une époque où il n'avait pas ce genre de soucis. Au contraire, une époque qui pour lui est rattachée tout à coup à une forme d'insouciance, cette visite, hebdomadaire, le dimanche matin en sortant de la messe à sa grand-tante et le petit morceau de madeleine, qu'elle partage avec lui lorsqu'il vient la voir. Ce sont des choses, que très certainement le petit Marcel, dont, on raconte l'enfance dans le livre, n'a pas vécu comme étant des summums de bonheur, ça faisait partie de son existence, ça pouvait même être assez barbant peut-être de devoir toujours, suivre, ces mêmes rituels du dimanche matin. Mais c'est après coup, à la faveur de ce que je viens d'appeler une illusion rétrospective, que, ils sont tout à coup, chargés d'une valeur qui, ne provient pas tellement de ce qu'ils sont eux-mêmes, ces moments-là, mais qui est plutôt le résultat du désespoir, de Marcel adulte, qui par contraste se dit que cette enfance, elle était somme toute, très simple, très satisfaisante et très heureuse. C'est, sans doute, une déformation, qui vient avec le temps. Pour faire la transition vers l'autre stratégie que, j'ai annoncée tout à l'heure et à laquelle je vais en venir maintenant, on peut, se dire qu'une partie de ces, romans, une partie de ces films, vont être comme des illustrations d'une formule qu'on emploie assez souvent à propos de certaines personnes de notre entourage qui, vivent dans un confort et dans des conditions telles que, le bonheur semble à portée de leurs mains et qui pourtant ne réussissent pas à le trouver. On dit souvent à ces personnes, qu'elles ont, tout pour être heureux et en leur disant cela, on suppose que pourtant elles ne le sont pas. Eh bien, il en va de même pour quelques-uns des personnages que l'on vient de citer. Le Marcel de La recherche du temps perdu de Proust avait tout pour être heureux dans son enfance. Il ne s'en rendait pas forcément compte et du coup, il n'a pas vécu une enfance qui lui a semblé aussi, heureuse sur le moment qu'elle lui, réapparaît après coup quand, devenu adulte, il y pense. Des, personnages comme, ceux de Eternal Sunshine, grâce,
à la relation amoureuse qui les unit, avaient tout pour être heureux et pourtant ils n'ont pas réussi à l'être ensemble, en tout cas pas dans leur première tentative. Et que dire alors de Citizen Kane, qui, en magnat de la presse, milliardaire, ayant, des ambitions, politiques, tonitruantes, a, d'un point de vue, financier et social, tout pour être heureux et qui pourtant semble bien ne pas l'être et avoir vécu dans la nostalgie d'un moment d'enfance qu'il a en partie recréé ou enjolivé. C'est ce genre d'expression, c'est ce genre d'idée commune qui va nous intéresser à présent. On peut aussi chercher à approfondir le problème philosophique de notre sujet en se référant à ce type de propos, à ces fois où on dit aux gens vous avez tout pour être heureux, ou ces fois où des personnes peuvent nous dire que, au fond, elles n'ont compris qu'elles étaient heureuses que trop tard, lorsque ce bonheur est parti. On se référera ici à cette fameuse formule: «On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en nous quittant», qui, relève de la même catégorie, hein, de ces expressions populaires, de ces formules assez partagées, qui peuvent malgré tout donner à réfléchir lorsqu'on les, critique ou lorsqu'on les examine, en tout cas avec un regard critique. C'est à leur propos qu'on va, parler maintenant. Et on fait donc naturellement la jonction avec la deuxième stratégie que j'ai évoquée, c'est-à-dire le fait de se référer à des formules, des idées assez communes, comme celles que je viens d'exploiter à partir de mes exemples cinématographiques. L'idée qu'on a tout pour être heureux. Si on a tout pour être heureux et que pourtant on n'a pas l'air de l'être, n'est-ce pas parce qu'au fond on est heureux sans vraiment le savoir? N'hésitez pas à faire une sorte de récolte dans la phase de préparation de votre, dissertation, de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'entend sur, la question, du bonheur en particulier, de son rapport avec le savoir. À cet égard, par exemple, on pourrait s'intéresser à quelque chose qui en plus, présente un avantage, c'est que c'est une idée qu'on retrouve assez souvent dans les copies, mais, de manière encore assez embryonnaire, et je pense que si jamais une copie avait la très bonne idée de prendre le temps d'y réfléchir sérieusement et de ne pas, se contenter d'une allusion comme, beaucoup d'autres copies le font, elle marquerait très certainement des points en donnant l'occasion au correcteur de constater que parfois quand même, on ne fait pas que reprendre les idées qui sont dans l'air du temps, mais que parmi les candidats, il y en a qui sont capables de, les examiner, de voir exactement ce qu'elles, reprennent. Je veux parler par là de l'idée d'après laquelle, nous ne pouvons véritablement prendre conscience de notre bonheur et nous ne pouvons le savourer tout à fait qu'à partir du moment où nous avons fait, parfois de la plus cruelle des manières, l'expérience du malheur. Alors cette idée, elle est assez intéressante parce que, elle est très répandue alors qu'elle a quand même quelque chose d'assez contre-intuitif. Parce que, on en vient à des, copies dans lesquelles on va trouver l'idée que, il faut absolument pour être heureux faire l'expérience du malheur. Pourtant, quand on y réfléchit bien, faire l'expérience du malheur, c'est pas tellement la clé du bonheur, c'est d'abord et avant tout l'assurance d'être malheureux. Au contraire, pour être heureux, on a l'impression que la plus sûre manière, c'est quand même d'être épargné par le malheur. Et on comprend cependant ce que ça veut dire, à savoir que, on ne profite jamais autant d'un bienfait que, lorsqu'on en mesure la valeur parce qu'on en a été privé ou parce que l'on sait que l'on risque d'en être privé. Donc prenez le temps d'examiner des idées comme celle-ci et d'intégrer dans votre, dissertation des remarques qui vont permettre de faire la jonction avec le sujet «Peut-on être heureux sans le savoir?». Parmi les expressions assez courantes qu'on peut employer dans l'analyse de ce sujet, il y a la référence à ce personnage, d'une certaine manière, même s'il apparaît pas dans un film ou une pièce de théâtre ou un roman, ce personnage de l'imbécile heureux. Si ces 2 termes sont accolés dans l'expression, c'est pas pour rien, c'est justement pour nous signaler que la raison de son bonheur, c'est son imbécilité. C'est le fait qu'il soit sans savoir qui lui permet d'ignorer toutes les choses susceptibles de porter atteinte à son bonheur et grâce à cela, dans un état de parfaite insouciance, de parfaite innocence, eh bien l'imbécile est heureux. On a, pas mal d'expressions dans la langue française d'ailleurs qui, parallèlement à cette référence à l'imbécile heureux, associent au bonheur, l'idée d'insouciance, mais également l'idée d'innocence. D'innocence qui, confine parfois à la naïveté, à la bêtise, aussi pourquoi pas, au manque d'érudition en tout cas, ça c'est sûr. Pour, renforcer cette idée, avec une référence, un petit peu plus académique, un petit peu plus culturelle, on peut penser que,
Les innocents par excellence, ce sont Adam et Ève qui, n'ont aucune instruction, qui ignorent tout, qui, vivent dans le dénuement le plus total, mais aussi dans le bonheur le plus complet et c'est l'arrivée dans leur environnement du savoir, sous la forme du fruit de la connaissance du bien et du mal auquel ils vont goûter, qui, bascule, qui fait basculer toute leur vie et qui va les conduire à la souffrance, et finalement au malheur. Donc, on a là une piste, assez intéressante pour pouvoir nourrir l'idée d'après laquelle le bonheur est, quelque chose qui, se cultive davantage dans l'insouciance, dans l'innocence, dans, l'ignorance, totalement et qui, est parfois, dévasté par le savoir. De ce point de vue, ajoutons un dernier mot, allez, ne résistons pas, un personnage comme celui du docteur Faust dans, l'œuvre de Goethe ou dans l'opéra de Gounod est une très bonne représentation de cette idée puisque le docteur Faust, c'est un homme qui a consacré toute sa vie, au savoir, à la recherche, et qui, prenant de l'âge, étant maintenant bien vieux, a le sentiment qu'il n'a pas eu une vie heureuse, qu'au contraire, il a été en permanence concentré sur la frustration de ne pas trouver ce qui faisait l'objet de ses recherches, et il serait prêt à tout recommencer et à laisser totalement tomber le savoir pour goûter au bonheur. Donc avec des références comme celle-ci, on peut voir s'étoffer notre contradiction entre le savoir et le bonheur. Une dernière chose, à mesure qu'on fait progresser ainsi son analyse du sujet vers les solutions qui, se présentent, se font concurrence, jusqu'à ce que l'une d'entre elles émerge du lot et nous amène à penser que c'est celle-ci qu'on va vouloir défendre dans la dissertation. En même temps donc, eh bien, on améliore sa perception du sujet, sa perception du problème et on va, nourrir un petit peu le travail qui aboutit à la formulation d'une problématique. Donc pour achever la séance d'aujourd'hui, c'est ça que je vous propose, c'est d'essayer de ressaisir les, morceaux, d'analyse, de la séance d'hier, les éléments, développés aujourd'hui et puis de pouvoir formuler une problématique. Ainsi, quand on en arrivera à la construction de, l'introduction de notre dissertation, on aura a priori sous la main tous les éléments qui seront nécessaires à cette première étape, qui est particulièrement importante puisque c'est le premier coup d'œil que l'on va jeter sur notre copie. Le moment est venu de faire un peu la synthèse de tout ce que nous avons pu comprendre de ce problème afin de formuler quelque chose qui pourra faire office de problématique dans notre introduction. De manière assez large encore, on peut dire que c'est un sujet dans lequel nous sommes invités à réfléchir à la relation entre le bonheur et la connaissance. Mais c'est encore sans doute, beaucoup trop vaste, de simplement, évoquer cette, relation sans chercher à la préciser davantage. Et l'énoncé du sujet nous donne les moyens d'ailleurs de le préciser à travers cette formule «sans le savoir». Si on propose de retirer le savoir pour savoir quel impact ça a sur le bonheur, eh bien c'est parce qu'on se demande si la connaissance n'est pas une condition d'accès au bonheur et c'est dans ce sens-là qu'il faut que nous orientons notre problématique. Nous dirons donc, pour cette problématique justement, qu'elle peut se formuler ainsi. De manière générale, le savoir est-il une condition d'accès au bonheur? Et plus particulièrement, à un premier niveau, le bonheur est-il un état que l'on a besoin de connaître, de, ressentir de manière très consciente pour pouvoir véritablement l'éprouver? À un deuxième niveau, quel rôle peuvent et doivent jouer nos connaissances dans la construction de cet état qu'est le bonheur?